Bien, je vais partager le diaporama et je vous propose, Agnès, de prendre la parole pour introduire notre webinaire de ce soir. Oui, tout à fait. Merci Nathalie. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais être très rapide pour ce démarrage de webinaire, mais je tiens en ma qualité de directrice de la mission Proche Orientation, à remercier très chaleureusement d'abord tous ceux qui ont accepté de participer activement à ce temps d'échange, donc notamment nos ambassadrices, parce que nous avons le plaisir d'avoir des ambassadrices surtout en force ce soir, et puis bien sûr les collègues du rectorat, de la région académique, les autorités académiques avec lesquelles nous co-organisons ce temps d'échange, puisque comme vous le voyez, il s'agit d'une séquence un peu particulière dans l'année qui s'appelle le Printemps de l'orientation, qui se déroule partout en France, dans toutes les régions. Et ce temps de printemps d'orientation, il est destiné à essayer de vous fournir le plus d'informations possible sur la diversité des métiers et des choix de formation dans la région Hauts-de-France, et notamment de faire parler un certain nombre d'ambassadrices et ambassadeurs qui peuvent témoigner très directement de ce qu'a été leur orientation, de ce qu'ils vivent dans leur parcours de formation ou de ce qu'ils exercent comme métier. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, mais je vais remercier toute l'équipe Proche Orientation qui a beaucoup travaillé sur ce webinaire. Et puis, j'espère que ça va vous apporter, aux participants qui se sont connectés, que je remercie, des informations que vous n'aviez pas avant cette séquence. Alors, vous avez sous les yeux effectivement le déroulé. Je vais laisser Nathalie le repréciser. Donc, l'objectif est de vous présenter dans une première partie les grands chantiers des Hauts-de-France qui sont porteurs d'emploi, donc pour les jeunes notamment. Nous allons effectivement ensuite avoir l'interview d'une apprentie dans le domaine de l'éducation spécialisée. Ensuite, plusieurs étudiantes vont pouvoir parler de leur parcours et de leurs différences donc, de vie entre le lycée et leur parcours de poursuite d'études aujourd'hui. Et nous terminerons donc avec une présentation actualisée donc, de Parcoursup. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite du coup par la première partie des grands projets régionaux qui vont structurer le territoire et apporter de l'emploi et donc qui sont donc du coup des métiers porteurs pour les jeunes. En quelques mots, nous allons parler de trois gros projets, la rénovation du bassin minier, la troisième révolution industrielle, on appelle REF3, et puis le canal Seine-Nord-Europe, et nous allons avoir l'occasion du coup d'en échanger avec Madame Delombre, qui est de la Fédération régionale des travaux publics. En quelques mots, je vous présente la rénovation du bassin minier, juste pour vous dire qu'effectivement, mineur n'est pas un métier d'avenir que nous allons présenter aux jeunes. Par contre, dans notre région Hauts-de-France, nous avons du patrimoine, notamment architectural, en lien avec les anciennes exploitations minières, qu'il convient aujourd'hui de rénover, de mettre au goût du jour avec les nouvelles technologies du bâtiment. Donc forcément, ce projet très importants sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais vont nécessiter de la main-d'œuvre sur différents métiers qu'on va voir ensemble sur les autres projets aussi, notamment du canal. Le deuxième gros projet des Hauts-de-France, notamment, mais aussi au niveau national, c'est la troisième révolution industrielle. Alors, pour faire quelque chose de très simple, ce sont tous les métiers d'avenir sur toutes les potentialités des nouvelles technologies, de l'agroéconomie. Et ça, on va le retrouver dans différents secteurs d'activité. Donc, du coup, ça donne des potentialités de formation et d'emploi dans la biologie, dans la chimie, mais aussi dans les transports, dans le développement durable, dans le numérique. Donc, ce sont vraiment des métiers porteurs que je vous invite à aller découvrir sur le site notamment de cette troisième révolution industrielle. Et ce soir, on va passer un peu plus de temps sur le canal Seine-Nord-Europe, qui est donc ce troisième projet important, structurant pour nos territoires, puisque vous le voyez sur cette carte, c'est un trajet de 107 km, mais qui impacte tous les départements.
Et donc, je vais inviter Madame Dezombre à en parler avec moi, puisque vous êtes du coup la spécialiste des travaux publics et de la Fédération régionale des travaux publics pour les Hauts-de-France. Et la construction du canal va forcément nécessiter ces métiers en prime abord, hein. On a aussi des métiers indirects, bien sûr, mais directement ces métiers des travaux publics. Je vous remercie de me laisser la parole. Donc oui, je me présente, Charlotte Dezombre, je suis chargée de mission emploi formation à la Fédération des travaux publics Hauts-de-France. Donc ce soir, c'est un point spécifique sur le canal Seine-Nord-Europe. Donc je vais vous redonner quelques petits éléments pour vous dépeindre un peu le paysage. Donc le canal Seine-Nord-Europe, l'objectif, c'est de désengorger le réseau routier, faciliter le transport des marchandises vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et ça va aller du bassin de la Seine jusqu'à l'Europe du Nord. Donc ça fait plus de 20 000 kilomètres de réseau fluvial. Donc c'est une réalisation d'une infrastructure, c'est une première en France. Pour sa réalisation, le projet obtenu un soutien de l'Europe avec plus de 2 milliards d'euros investis par l'Union européenne et plus d'1 milliard d'euros investis par les collectivités du territoire. On sait l'engagement qu'a notre président de région pour la mise en place du projet. Ça a un intérêt à la fois économique et écologique pour notre territoire. Donc, il faut savoir que la construction de ce canal permettra de transporter, enfin, sur un bateau, on pourra transporter jusqu'à 4 400 tonnes de marchandises. Donc, ça vous donne une idée, c'est plus de 200 camions. Donc, je pense que vous avez tous l'habitude d'emprunter l'autoroute du Nord. Ben là, ça sera l'objectif de la désengorger et de faciliter la circulation sur notre territoire. Au niveau des travaux publics, les estimations qui ont été faites à la fois par la Société du Canal et une Elf Formation qui a beaucoup travaillé avec eux sur l'établissement des devis pour avoir une idée en termes d'emploi. On va de 4 000 à 5 000 emplois directs dans les TP qui seront impactés par ce projet. Donc, On va dire dans les toutes prochaines années, dès maintenant et dans toutes les. tout à fait, tout à fait. Donc, il y a 35 métiers au niveau des travaux publics qui seront concernés par le secteur et il y a un travail tout en amont qui a été fait avec Pôle emploi. Vous avez les fiches métiers qui ont été établies avec, en reprenant à chaque fois les qualités requises pour pouvoir prétendent à cet emploi, quelles filières vous pouvez suivre pour y arriver et l'indication des formations que vous pouvez suivre sur le territoire. Il faut savoir que sur le territoire des Hauts-de-France, on a la chance d'avoir un campus des travaux publics qui est pôle d'excellence, qui met à la disposition pour la formation, il y a plus de 15 établissements de formation sur l'ensemble du territoire. On va de Beauvais jusqu'à la Côte d'Opale et ils proposent des formations continues et initiales. Et nous avons également un campus des travaux publics bâtiments. Donc, on a vraiment le panel complet qui est proposé pour pouvoir délivrer des formations pour les personnes intéressées à rejoindre ce projet de grande envergure. Pour la mise en place de ce projet, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, notamment ce que l'on a appelé Canal Emploi, qui se focalise donc sur l'emploi. Alors, c'est Pôle Emploi qui est porteur de ce dispositif. Canal Formation avec la région de France. Donc là, les cartes que l'on voit ont été établies justement par la région de France, qui vous dépeint les établissements sur l'ensemble du territoire avec les formations qui sont délivrées sur chacun d'eux. Et enfin, Canal Solidaire qui, répondre à la clause d'insertion. Et là, ce sont les départements qui sont en charge de ces dispositifs. Donc, au niveau de la Fédération des travaux publics, on travaille en étroite collaboration avec la Société du Canal et on s'est, dès le début, on a collaboré avec eux, je vous dis, pour la mise en place de ces fiches métiers.
On a obtenu de la part de la région, dans le cadre du contrat de branche, on dispose d'un container avec 2 simulateurs de conduite qui ont pour objectif de rayonner sur les différents forums pour pouvoir permettre aux jeunes de se donner une idée du métier, ce que ça représente les métiers des travaux publics. Et ben voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur les Alors, différents métiers. j'ai des questions. Est-ce que ce sont des métiers déjà avec différents niveaux de qualification qui vont être nécessaires? Ah bah, ça va du CAP jusqu'au bac+5. On a besoin effectivement d'ouvriers verdés aussi bien que de chefs de chantier. Donc, les formations n'ont pas la même durée. Donc, je pourrais vous faire parvenir, je ne l'ai pas fait là, le tableau avec les répartitions des métiers. Ça pourrait être, oui, vous faciliter un peu les choses, mais il y a de la place pour tout le monde. Dès le CAP, donc je veux dire, un jeune qui n'a, à l'heure actuelle, qui n'a pas encore de formation spécifique TP a toute sa place pour travailler sur le projet du canal. D'accord. Et est-ce que ce sont des métiers ouverts aussi aux filles, aux garçons? Comment ça se passe, Madame Dessau? Ça serait très bien que les filles s'y joignent, mais on souffre un petit peu un déficit d'image où je pense que notre secteur d'activité, les filles ne s'autorisent pas à penser qu'elles puissent travailler dans le secteur. Or, il y a de la place aussi bien pour les garçons que les filles. Et généralement, une fille qui travaille dans le secteur des TP et qui et obtient un poste de chef de chantier, je dirais, en général, est très apprécié par ses équipes. Donc, il n'y a aucune difficulté. Les filles ont toute leur place. Merci. J'imagine que donc mes collègues ont ouvert le chat. Donc, si vous avez des questions sur ce secteur d'activité, donc qui sont les travaux publics, et qu'on a bien compris qu'ils allaient offrir sur notre territoire de nombreux potentiels d'emploi, tant pour les jeunes diplômés, donc à différents niveaux de qualification, que pour des reconversions, hein. Je vous remets la carte. Tout Donc, à fait. effectivement, on a une voie initiale, mais on a aussi une voie professionnelle pour monter en compétences et pouvoir être tout à fait employable immédiatement sur ce grand chantier. Tout à fait. Donc, vous Je suis à retrouverez. votre disposition. Je pense, de toute façon, que vous avez mis, oui, vous avez mis le lien avec les fiches qu'on peut consulter. Vous pouvez mettre sans problème mon adresse mail afin que je puisse répondre aux questions qui pourraient se poser après votre présentation. Voilà, donc vous allez retrouver effectivement un certain nombre d'informations sur ces sites et également, bien sûr, la Fédération régionale des travaux publics qui est donc effectivement à votre disposition. J'appelle les collègues si vous avez des questions dans le chat d'ores et déjà, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, si nous n'en avons pas, pour garder le rythme, je vous propose donc de passer à un temps d'échange pardon, directement sur la filière apprentissage, puisque aujourd'hui, dans ce temps hein, consacré du printemps de l'orientation, on veut vraiment donner les potentialités de poursuite d'études à nos lycéens. Et donc, nous allons directement échanger avec une apprentie sur son témoignage et son parcours. Oui, bonjour. Donc, Marie Debuiche, avant de donner la parole à Mathilde, notre apprentie que je remercie, hein, je voulais donc vous présenter un petit peu l'ordre des choses et tout d'abord vous présenter globalement l'apprentissage. Ensuite, après le témoignage de Mathilde aussi, né par les aides aux apprentis. Donc, le lien avec l'apprentissage est tout à fait à propos puisque métier du canal, eh bien, vous pouvez suivre une formation en apprentissage. En ce qui concerne le nombre d'apprentis en Hauts-de-France, nous avions environ 40 000 apprentis en 2020, près de 49 000 en 2021 et on en a déjà maintenant 53 000. Donc, effectivement, la question se pose, pourquoi pas vous ? Alors, vous allez me dire, l'apprentissage, c'est quoi? On va passer à la diapo suivante. Donc, l'apprentissage, c'est une formation en alternance avec un apprenti, donc un jeune qui a entre 16 et 29 ans, qui est en contrat d'apprentissage avec un engagement chez un employeur
et dans un CFA, un centre de formation d'apprentis. Donc en gros, il travaille et il suit des cours. Et cela avec un rythme d'alternance qui peut se faire sur une semaine, avec par exemple le début de la semaine chez l'employeur, la fin de la semaine en cours ou l'inverse, mais aussi sur des semaines entières où le jeune va être en cours une semaine et puis en apprentissage en entreprise pendant 3 semaines par exemple, selon le niveau, ça varie. Donc vous allez retrouver toutes les informations sur le petit lien que mes collègues vont vous mettre dans le chat au cas où vous souhaiteriez le recopier. Pour ensuite donc vous dire qu'au niveau formation, donc vous pouvez suivre de nombreuses formations puisqu'il y a plus de 600 formations disponibles en Hauts-de-France, comme vous le verrez sur la diapo suivante. Avec un niveau infra-bac à bac+5. Donc, ça veut dire qu'on peut démarrer au CAP, faire un master, un diplôme d'ingénieur, par exemple, et de nombreux diplômes entre deux, hein, des bacs pro, des BP, hein, donc des brevets professionnels, et des licences pro, etc., etc. Donc, dans de nombreux domaines, comme on le voyait tout à l'heure, avec les travaux publics, hein, le BTP en général, l'industrie, le service à la personne, le numérique, l'hôtellerie-restauration, et le social, on se rapproche de l'intervention de Mathilde, mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire avant, puisque vous êtes peut-être intéressé par le fait d'aider les autres, hein, donc de travailler dans ce qu'on appelle les formations du sanitaire et social. Eh bien, si c'est le cas, toutes les formations qui s'affichent sont accessibles en apprentissage. Alors, quand c'est précisé, c'est accessible en seconde année hein, pour les infirmiers, les masseurs kinés. Mais sinon, tout le reste est accessible à partir de la première année. Et quand vous êtes apprenti, votre formation est prise en charge, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer la formation. Et ça, c'est valable pour tous les secteurs, hein. Que vous soyez apprenti dans le BTP ou dans le social ou autre, c'est toujours valable. Après, vous me direz, si vous n'êtes pas apprenti, vous avez peut-être envie de faire ces formations-là tout de même, sous un autre format, eh bien, la région offre de nombreuses possibilités de financement pour les formations que vous avez vues et également pour les formations de psychomotriciens, de sages-femmes et de techniciens de laboratoire. Alors, pour avoir plus d'infos, vous allez aller cliquer sur les petits liens que les collègues vont vous noter à nouveau dans le chat, il n'y a pas de souci. Et quand vous cliquerez donc sur le premier lien, vous verrez la carte apparaître avec les organismes de formation sur le côté. Et quand vous cliquerez sur chaque organisme, vous aurez toutes les infos sur les formations et vous aurez toutes les infos pour pouvoir les contacter. Ce que je vous conseille de faire, bien entendu, pour aller à leurs portes ouvertes, pour prendre de l'information et aussi, bien sûr, en parallèle, aller voir toutes les informations qui figurent sur Parcoursup, puisque le moment venu, hein, si vous êtes en seconde ou en première, ce n'est pas encore le cas, mais sinon, le moment venu, vous vous inscrirez sur Parcoursup comme les jeunes de terminale sont en train de le faire en ce moment. Voilà, et rapidement, donc, les avantages de l'apprentissage. Donc, c'est d'abord d'avoir un contrat de travail avec donc un salaire, hein, mais bien entendu les obligations qui vont avec. Et lorsque on termine son apprentissage, on peut dire qu'on a une réelle expérience professionnelle et donc l'insertion professionnelle est facilitée. Voilà, donc on va céder la parole à Mathilde, notre apprentie, en enlevant peut-être du coup le diaporama si Mathilde souhaite prendre la parole. Alors je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit je n'entends rien, est-ce normal? Soit c'est un tout petit souci de connexion à un moment donné, sinon on vous conseille de vous déconnecter, de vous reconnecter. Est-ce que Mathilde, vous êtes parmi nous? Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Alors, je ne vois plus Mathilde. Est-ce que Mathilde est parmi les invités, éventuellement les collègues? Ce qui voudrait dire qu'elle se serait déconnectée.
et qu'on aurait besoin de la faire revenir parmi nous. Je vous indique qu'elle est là, dans le chat. Est-ce que vous avez le son, Mathilde? Du coup, si tu peux la mettre en co-organisatrice, Nathalie. Je fais de mon mieux. Je me doute. Donc, Mathilde est éducatrice spécialisée en apprentissage. Et donc, si on n'entend pas Mathilde, on va trouver une autre solution qui va être de l'appeler par téléphone pour qu'elle puisse prendre la parole parce qu'elle a plein de choses à nous dire et on mettra le haut-parleur. Est-ce que vous m'entendez là sinon? Oui, formidable. Oui, Voilà, désolée, j'ai eu un problème informatique, mais je suis très là. bien, on vous entend. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra? Oui, Ok, merci. Donc, dans un premier temps, on va vous demander de vous présenter et de présenter votre parcours. ok. Alors du coup, je suis Mathilde, j'ai 24 ans. J'habite dans le Douaisis. Je suis actuellement en formation d'éducatrice spécialisée en apprentissage dans une association de prévention dans le décrochage scolaire et la délinquance située à Lille Sud. Auparavant, j'ai effectué différentes formations, donc une terminale économique et sociale. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'accompagnatrice d'élèves en situation de handicap dans un collège où j'accompagnais des jeunes présentant des troubles de l'apprentissage, donc troubles autistiques, troubles du comportement et autres troubles divers. Et ensuite, j'ai souhaité évoluer personnellement et professionnellement. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité entreprendre cette formation qui se passe très bien. Et d'ailleurs, je suis même déléguée de promotion. Sinon, même en dehors dans mes expériences, en dehors de travailler dans l'éducation nationale, je suis beaucoup dans l'animation aussi en tant que formatrice BAFA ou directrice de séjour de vacances et aussi bénévole dans des associations comme Réseau Bulle et une association Aurémis qui travaille sur tout ce qui est prévention au décrochage de théâtre aussi. Donc voilà, depuis 5 ans. Ok, merci Mathilde. Et comment est-ce que vous avez fait pour rentrer en école d'éducateur spé? Alors Est-ce que pour, vous avez passé un concours? alors pour rentrer en formation d'éducatrice spécialisée, j'ai passé un oral d'admission. Donc auparavant, en 2015, il y avait une épreuve écrite qui maintenant n'est plus d'actualité. Maintenant, c'est un oral d'admission, donc où on met en avant notre motivation et voilà, donc on doit préparer et on passe devant un jury. Alors, à propos de votre motivation, pourquoi éducatrice spécialisée? Alors, éducatrice spécialisée, déjà pour alors bon, le fait de rentrer en formation, c'était pour découvrir déjà un petit peu tout ce qui était les différents domaines de compétences, enfin les différents domaines d'action de l'éducateur spécialisé, tels que la protection de l'enfance, le handicap ou encore l'insertion sociale. Et j'avais vraiment envie enfin, d'avoir un public qui aille de l'enfance à l'adulte et pas forcément me cantonner ou me limiter, pardon, à une certaine tranche d'âge. Voilà. D'accord, merci. Et donc, au quotidien, être apprentie éducatrice spécialisée, c'est quoi? On fait quoi? Ça se passe comment? Alors, déjà, on a des temps où on est en formation. Donc, du coup, donc ma formation, je suis au centre de formation, l'IRTS, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est l'Institut régional des travailleurs sociaux. Donc, on a à peu près, on va dire, une semaine par mois en cours, où on fait différents cours en amphithéâtre ou même des fois en petits groupes. Et on a le reste du temps, on est en apprentissage. Donc, si on est en contrat d'apprentissage, on fait un 35 heures semaine. Ou après, on a la possibilité aussi de faire cette formation en formation initiale, où c'est différents stages. Voilà. D'accord, merci. Et pourquoi vous avez choisi l'apprentissage et pas la voie scolaire classique?
Alors, j'ai préféré l'apprentissage déjà pour réussir davantage à faire le lien entre la théorie et la pratique. Après, le fait d'être en contrat d'apprentissage, ça permet aussi d'avoir une certaine stabilité pour rester dans la même association, mais ça m'empêche en rien de pouvoir faire des stages à l'extérieur parce que mon employeur me l'autorise. Voilà. Après, on a aussi un statut de salarié et je trouve que le positionnement en tant que salarié est différent par rapport au positionnement de stagiaire. Enfin, voilà. D'accord, donc en gros, vous nous avez donné les avantages. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a quelques inconvénients? Après, en inconvénient, je dirais, faut pas compter ses heures. On est en employé comme un autre, mais ce qui est tout à fait normal, c'est la réalité du terrain. Et sinon, en inconvénient, je dirais, enfin moi j'en ai pas particulièrement parce que tout se passe bien. Donc voilà. Mais après, je sais que c'est la réalité du travail aussi. Enfin, des fois, on peut avoir des situations plus ou moins complexes, mais voilà, on est des professionnels et voilà. Et puis, vous disiez aussi, lorsque on est en apprentissage, on n'a pas les vacances scolaires comme les autres, hein, Oui, lorsqu'on a aussi, préparé l'entretien. effectivement. Ok. Et une dernière question, comment vous avez fait donc pour trouver ce contrat? Alors, j'ai fait environ 200 candidatures. Donc je me suis au début, donc il y a eu des moments où il y a eu des périodes de doute, ce qui est tout à fait normal parce qu'on se dit, enfin certaines personnes disent mais tu trouveras jamais, enfin voilà, mais je pense que quand on est motivé, on peut toujours trouver. Donc j'ai postulé depuis décembre l'année dernière et j'ai fini par trouver en octobre, donc au bout de 10 mois, j'ai envie de dire, de recherche. Et donc du coup, j'ai envoyé pas mal de candidatures dans tout. En fait, habitant sur Douai, au départ, je me suis concentrée sur Douai et je me suis dit, il faut pas se concentrer sur Douai, il faut vraiment se concentrer, élargir le périmètre. Donc j'ai fait Valenciennes, j'ai fait Lille, j'ai fait vraiment, j'ai élargi au maximum mon périmètre. Et après, je me suis inscrite pas mal sur les sites et les groupes, tout ce qui est groupe Facebook, LinkedIn, enfin vraiment ou des applications de recherche d'emploi en fait. Et j'ai envoyé des candidatures partout, clairement. Et Et voilà, donc combien? j'ai désespéré. J'en ai envoyé en tout 200. Ouais, ok, chapeau. Voilà. Merci Mathilde. Est-ce qu'il y a encore quelque On a chose, des une questions dernière dans le chose qui vous chat. semble importante à ajouter? On a des questions dans le chat, Marie. Alors, des Bien. questions pour vous, Mathilde. On vous demande notamment quel est le rythme de votre alternance, quel est le temps passé en entreprise et le temps passé à l'école par mois. Alors, à peu près par mois, je dirais une semaine par mois en formation, donc en formation théorique, et le reste du temps sur le terrain d'apprentissage, en général. Voilà. Est-ce Si qu'il vous y a avez d'autres questions, d'autres n'hésitez pas. questions? Il y a une question sur la diffusion du PowerPoint. Alors, pour le PowerPoint, ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer un mail à procheorientation@hautdefrance.fr. Je vais mettre le mail dans le chat où on aura peut-être une option de le diffuser sur l'ENT. C'est vrai que voilà, je réponds peut-être à la place de collègues qui avaient la réponse parce que je m'occupe du chat à ce moment-ci. C'est parfait. Voilà, ce qu'on peut préciser donc maintenant, hein, ce sont les endroits où la formation peut être faite, hein, puisque Mathilde, vous êtes à l'IRTS, hein, comme vous l'avez IRTS de l'os, ouais. de l'os, hein, sachant qu'il y a également les sites d'Arras, d'Étaples, de Grande-Synthe et de Valenciennes. Après, on peut aussi faire sa formation donc à La Fertès, à Arras ou Avion, le STS Avion, Lille, Maubeuge et Saint-Omer, ou la Pradis avec Amiens, Beauvais et Laon. Donc, on constate qu'il y a quand même pas mal de formations d'éducateurs spécialisés dans les Hauts-de-France. Un grand merci, Mathilde. Pas de souci, avec plaisir. On va passer donc à la suite.
avec les aides à l'apprentissage, hein, puisque, comme on le disait tout à l'heure, la formation n'est pas payante pour le jeune. Elle est prise en charge et donc on va dire que la formation est gratuite pour le jeune. Ça fait partie de son contrat en apprentissage. Mais à côté, ben, on sait qu'il y a quand même tout un tas de choses à payer dans la vie, hein. Donc l'équipement déjà. Donc, l'équipement avec la carte génération que les apprentis et les lycéens ont, on peut avoir donc 200 € pour l'acquisition de matériel lorsqu'on démarre la formation. Dans certains métiers, par exemple la coiffure, tout ça, il faut un maximum d'équipement, donc c'est important. La restauration, hein, donc on a eu une aide également, le logement, le transport. Alors, on voit même qu'au niveau du transport, il y a pas mal d'aides puisqu'on peut avoir le financement de son permis de conduire même, donc sous condition, hein, on peut avoir un véhicule à 1 € par jour et donc bien d'autres aides encore. Et au milieu de tout ça, comme vous le voyez, même si en ayant ces aides-là, on a encore des difficultés, il y a un fonds d'urgence, un fonds de solidarité pour les apprentis qui peut être débloqué donc assez vite, hein, bien entendu, pour tous les problèmes de santé, de logement ou autre qui seraient un frein à la formation en apprentissage. Puis après, on peut aussi se dire, ouh là là, si je pars sur un apprentissage et que au final, ça se passe pas bien avec mon employeur ou je sais rien, hein, l'employeur ferme, et bien à partir de là, il y a le dispositif reprise des apprentis qui va vous permettre de rebondir, de rester en cours tout en cherchant un autre employeur, voire, si vous êtes à la fin de votre cursus, de passer votre diplôme. Voilà, j'en ai terminé pour ma part avec l'apprentissage. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question qui ne concerne pas l'apprentissage dans le chat qui indique que, alors c'est une maman ou un papa d'ailleurs, qui indique que sa fille voudrait devenir masseur kinésithérapeute. Pouvez-vous me donner la formation à suivre autre que première année de médecine qui est trop compliquée? Merci. Alors moi, j'ai envie de dire une chose, hein, c'est d'aller se renseigner sur la petite carte qu'on a mise en lien tout à l'heure et puis de se rapprocher des différents organismes de formation pour voir quels sont les moyens. Parce qu'effectivement, il y a la première année de médecine, mais après, on va peut-être pas rentrer dans le détail pour chaque profession, sinon on ne pourra pas répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller sur le site Proche Orientation puisque vous avez l'ensemble des fiches métiers et des voies de formation qui mènent dans les Hauts-de-France. Bien, je passe la parole du coup sur notre troisième partie qui est l'interview de plusieurs étudiantes qui vont nous parler de leur poursuite d'études à la suite de leur baccalauréat avec divers parcours qui sont particulièrement intéressants et puis qui peuvent donner du coup de l'ambition de ceux qui nous écoutent. Zine, je te passe la parole en tant que Voilà, j'attendais la présentation des trois intervenantes. On va effectivement parler du passage du lycée à l'enseignement supérieur, qui est une étape importante pour les lycéens. C'est un peu le passage de la vie d'ado à la vie adulte, surtout pour ceux qui s'éloignent du foyer familial. Et puis, il faut parfois du temps pour s'adapter à ce nouvel environnement et à ce nouveau rythme. Du coup, pour nous en parler, on a trois étudiantes qui ont accepté de participer à notre webinaire pour répondre à nos questions et puis aux vôtres, hein. N'hésitez pas à en mettre dans le chat. Elles vont nous parler de ce passage de la vie lycéenne à leur vie étudiante. Et on a donc le plaisir d'accueillir Chloé, qui est étudiante en L3, donc en troisième année de licence système embarqué à l'Institut supérieur des sciences et techniques à Saint-Quentin. Il y a avec nous également Lorinda, qui est étudiante en master achat à Proméo à Senlis. Et il y a elle, qui est étudiante en première année. Alors, je suis désolée, il y a les pompiers qui passent, là, j'espère que ça ne pollue pas trop. Et il y a elle, qui est étudiante en première année de psychologie, donc en L1 psychologie, à l'Université de Lille. Je vous redis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on va les relayer à l'oral. Et pour l'instant, bonsoir mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation.
Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement votre parcours scolaire? Alors, on va peut-être commencer dans l'ordre de la présentation que j'ai fait, puis on changera pour les prochaines. Donc, on commence avec vous, Chloé? Ah, Chloé, on ne vous entend pas. Ah, Ah, on vous entend. c'est bon? Tout va bien. Oui. Ok. Pour moi, mon parcours, tout simplement, j'ai fait un bac S en terminale. Et puis, quand j'ai fait Parcoursup, j'ai mis l'INSEP dans mes demandes. Puis, j'ai fait la licence, j'ai fait 2 années de licence sciences et technologies. Et après, en troisième année, je me suis spécialisée en système embarqué. Voilà. C'est très simple, c'est pas un parcours Entendu. exhaustif, qui est offert à l'INSEP. D'accord, bac S. Lorinda, votre parcours? Oui, alors du coup, moi j'ai fait un bac pro gestion administration. Donc bac professionnel, il y a des stages. Donc j'ai fait plusieurs stages dans différentes entreprises que déjà là m'a permis de voir un peu le monde réel du travail. Ensuite de là, j'ai voulu continuer un peu dans le domaine de la gestion administrative. Donc j'ai fait un BTS assistante gestion PME-PMI, donc au sein de Proméo à Compiègne, qui était en alternance la possibilité de le faire en initial, mais moi j'ai choisi l'alternance. Donc j'ai eu un contrat de professionnalisation, j'ai été vue comme salariée. De là ensuite, grâce à mon BTS, j'ai fait un métier entre guillemets qui m'a ouvert des portes pour découvrir les achats. Donc, après mon BTS, j'ai décidé de me spécialiser en fait dans les achats. Donc j'ai poursuivi par une licence achat et tout. Et comme je veux continuer dans les achats, j'ai poursuivi avec un master et je suis actuellement en master 1 achat à Senlis. D'accord. Et vous envisagez le master 2, puisque Oui, apparemment ça vous plaît. D'accord. oui, bien Ok. sûr. C'est en fait le master, c'est normalement sur 2 ans. Il faut valider la première année pour passer à la seconde. Absolument. Si la première est validée, bien sûr, je continue pour aller jusqu'au bac plus 5. D'accord. Yael, à vous? Donc moi j'ai obtenu mon baccalauréat général avec la dernière réforme, donc avec les spécialités sciences économiques et sociales et humanité, littérature et philosophie. Et ensuite donc je me suis inscrite à Parcoursup et j'ai obtenu du coup psychologie à Lille, donc ce que je voulais. Et donc voilà, là, je suis en licence 1 et je compte continuer. D'accord. On va essayer d'approfondir un petit peu. Lorinda, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire en BTS? Ce qui m'a réellement poussée à continuer en BTS, c'est comme j'avais dit, j'ai fait un bac gestion administration et il y a des étudiants comme nous on fait aujourd'hui qui ont fait part de leur expérience et qui m'ont un peu entre guillemets incité à poursuivre, que c'était faisable, qu'il y avait aussi donc la voie de l'alternance. Et comme j'avais déjà fait un petit peu de stage et que ça m'avait plu, bon bien sûr j'avais pas le titre de salarié vraiment. Mais comme j'avais déjà fait un peu de stage en bac pro, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas approfondir mes compétences, mes connaissances, en même temps la théorie avec la pratique. Et puis, j'ai décidé du coup de continuer en BTS. D'accord. Merci. Chloé. Alors Chloé, vous, comment vous avez entendu parler de l'INSET et qu'est-ce qui vous a poussé à vous y inscrire? Alors, moi, j'ai entendu parler de l'INSEP parce que mon père a fait ses études à l'INSEP. Du coup, en fait, je connais l'INSEP depuis que je suis toute petite parce que je venais voir, mon père il mes contacts avec le professeur, donc je continuais à voir. J'ai fait des concours de robotique là-bas, aussi quand j'étais petite, donc j'ai toujours connu. Et quand, en terminale, je suis faire Parcoursup, j'ai mis l'INSEP parce que c'était proche de chez moi en même temps, puis je connaissais déjà, je connaissais les possibilités du diplôme qu'il y avait là-bas. Du coup, je lui ai fait ma demande, puis vu que j'étais acceptée, j'ai dit, allez, je vais faire mes années là-bas. Ça m'a plu, donc j'ai décidé de continuer. Voilà. Vous avez pas remis le micro, pardon. Alors Yael, à vous. Pourquoi avoir choisi d'étudier la psychologie à la fac? Parce que
psycho, c'est une filière qui est vraiment très demandée sur Parcoursup. Et puis, les admis tombent parfois de haut une fois en cours. Est-ce que ça correspond à l'idée que vous vous en faisiez? Alors, pourquoi avoir choisi ça à la fac? Et est-ce que ça correspond à l'idée que vous vous en faisiez? Alors, moi, j'ai choisi psychologie parce que, en fait, depuis l'année de troisième, on parle beaucoup d'orientation, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser du coup au domaine de la psychologie, à étudier les comportements des gens, etc. Donc, c'est pour ça. Et c'est vrai que la psychologie, c'est une filière qui est beaucoup demandée, mais souvent on oublie que la psychologie, c'est une science. Et du coup, une fois qu'on arrive en études de psychologie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de biologie et tout ce domaine-là de la science. Et parfois, les gens, ils prennent psychologie en s'attendant à quelque chose d'un peu plus littéraire, plus des analyses, et du coup, ça plaît pas. D'accord, donc vous avez fait un choix en connaissance de cause, en fait. Vous saviez ce qu'il y avait comme cours et ça correspond à l'idée que vous vous en faisiez. Oui, c'est ça. En fait, je m'étais renseignée et d'ailleurs, quand j'ai dû choisir mes spécialités, je savais pas si je devais prendre mathématiques ou pas parce que en fait, je suis pas une personne qui aime beaucoup les maths, donc c'était assez étonnant. Mais comme c'est beaucoup de statistiques, on m'a dit que sciences économiques et sociales c'était suffisant et donc voilà. D'accord, ok, merci. Alors, à nouveau une question à toutes les trois. Comment avez-vous vécu votre entrée dans l'enseignement supérieur, ce passage de la vie lycéenne à la vie d'étudiante? Alors, vous êtes un peu toutes dans trois cas de figure différents. Euh, il y a l'INSET près de la maison, il y a la grosse fac de Lille 1, il y a le BTS où vous êtes resté dans votre établissement, Lorinda? Alors, je suis restée dans l'établissement, oui et non. En BTS, j'étais à Compiègne. En licence, j'ai été à Senlis. Et en master, je suis sur le site de Senlis, mais en réalité, c'est l'université Panthéon-Assas, D'accord. Paris. Et quand vous êtes entré en BTS, le BTS que vous avez préparé, c'était dans le lycée où vous aviez passé le bac? Non, pas du tout. Non, non, non. Le lycée, j'étais à Chauny, dans le 02. D'accord, d'accord. Alors du coup, comment avez-vous vécu votre entrée dans l'enseignement supérieur? Finalement, quand on entre en BTS, on reste un peu dans un milieu lycéen. Bah, moi, j'ai eu la chance d'être donc dans un centre de formation avec des formateurs et plus vraiment des professeurs comme on peut voir l'éducation nationale, et cetera. Enfin, il faut vraiment faire la distinction aussi avec le formateur et le professeur. Le formateur, il va plus faire part de ses expériences que le professeur, c'est plus un peu trop théorique. On parle pas de faits vraiment réels, hein, c'est vraiment de la théorie. Et donc, moi, pour ma part, ça s'est super bien passé. Pour moi, c'était une prise de hauteur, vraiment. En plus, le fait que je travaillais à côté, c'était vraiment l'indépendance, la prise de hauteur, enfin, le début de. Voilà, on gère les choses tout seul, on gère notre organisation, enfin, on commence à gérer, parce qu'au début, on ne sait pas forcément. Mais on commence vraiment à gérer notre organisation tout seul et c'est vrai qu'au lycée, on a tendance à attendre que les profs nous disent: «Mais il faut faire ci, il faut faire ça», que là, on sait que de derrière, il y a du taf et qu'il va falloir, beaucoup donner, chez soi et cetera et donc on commence à être vraiment indépendant, en fait. D'accord, merci beaucoup. Alors en parlant d'indépendance et d'être dans le grand bain, Yael, l'université de Lille, c'est aussi un campus énorme. Comment on entre dans l'enseignement supérieur? Comment on vit ce passage entre le lycée où on est un peu cocooné et l'université de Lille? Alors moi au départ j'étais assez stressée, surtout quand je suis arrivée et j'ai vu cet immense endroit parce qu'il y a plein de bâtiments, donc ça change forcément du lycée. Mais en fait, faut savoir qu'on a beaucoup d'accompagnement quand même. C'est notre première année, donc on a des sites qui sont mis en place pour nous présenter l'établissement ou les établissements plutôt. On a également une visite, la pré-rentrée, elle est vraiment accompagnée. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous aider et nous faire nous sentir bien. Donc, voilà, j'étais vraiment stressée et finalement, en voyant l'accompagnement qui nous est apporté, je me suis dit que ça allait bien se passer et qu'avec le temps, on kifferait, quoi. D'accord, merci. Et vous, Chloé, le passage du lycée à l'INSET? Bah, moi, je vais avouer, l'INSET, pour moi, c'est un peu comme un gros lycée, en fait. C'est pas, on n'a pas cours en amphi, on est dans des petites salles avec les profs. Donc, en première année, on était peut-être
40 ou même 50 à peu près. Donc après, en deuxième année, on était 25 et là, en troisième année, on est 20. Donc c'est vraiment très petit. Les Oui. Et du coup, il y a un suivi très. Enfin, il y a un gros suivi de l'équipe enseignante, du coup, j'imagine. Oui, on est plus suivi au niveau des profs, ça c'est un avantage aussi parce que c'est vrai que pour moi, ça m'a aidé de faire plus facilement la transition lycée-fac parce qu'au début, on a quand même fait un peu de mal, on se demande bah, les cours, enfin, c'est quand même fait en autonomie, mais si on demande de l'aide aux professeurs, ils sont quand même là avec nous à nous aider, même entre nous. Il n'y avait pas de compétition, c'est un avantage trouvé dans une petite fac. Du coup, on avait beaucoup d'entraide même entre nous pour les cours et ça, c'était un avantage. Après, c'est vrai, l'inconvénient, c'est une petite fac, du coup, ça ne prépare peut-être pas assez pour pour la vie active, pour certaines choses, je trouve, parce que bah, on est un peu trop chouchouté, je trouve, à mon goût, dans cette fac. Mais c'est une bonne chose quand on a besoin de faire cette transition pour après prendre notre départ, en fait. D'accord. Donc, pour vous, il n'y avait pas un changement fondamental par rapport à la terminale. J'ai pas ressenti un changement trop grand parce que déjà, j'étais déjà autonome, on va dire, depuis le collège. J'ai toujours été autonome à faire mes devoirs toute seule, pas besoin d'aide, etc., à faire mes cours. Donc moi, je l'ai pas ressenti comme ça, mais je pense que pour les personnes qui ont besoin d'être assistées au début, c'est un avantage. Comme ça, on a plus facilement après pour progresser et devenir autonome tout ça. D'accord. Alors, j'ai vu que dans le chat, il y avait des petites questions qui s'adressaient notamment à Lorinda. Lorinda, est-ce que Proméo vous a aidé à trouver vos entreprises? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Proméo aide à trouver les entreprises. Euh, Proméo a beaucoup de contacts. Et après, il faut savoir qu'il faut pas attendre que ça se fasse. Il faut quand même rechercher derrière. Donc voilà, il y avait Mathilde qui disait qu'elle avait envoyé plus de 200 lettres. Bah oui, il faut le faire. Il faut montrer à Proméo qu'on veut trouver une entreprise, etc. pour qu'aussi ils nous aident. Si on voit que enfin, s'ils voient qu'on fait rien, personnellement, ils feront rien. Mais bien sûr, Proméo aide à trouver des entreprises. D'accord. Une question alors pour nos étudiantes à la fac. Est-ce que le lycée vous prépare à la fac? Alors, qui se lance? Je pense que ça dépend. Ça Pour dépend? moi. Je Ça pense, dépend. au lycée, j'avais deux, trois profs qui nous préparaient à la fac. Surtout une prof qui nous préparait vraiment aux conditions, qui nous avait vraiment dit la vie réelle. Mais je pense que ça dépend des profs, comment ils sont, pour certaines choses en fait. Enfin, qui est mon ressenti. Je pense que ça dépend aussi même après, enfin, comment on est déjà de base, notre nature. Donc, comme moi, par exemple, si j'étais déjà autonome, la fac, ça n'a pas été un trop gros changement pour moi. Mais je pense que ça dépend de plusieurs choses, en fait. Hmm. Faut voir. Aller voir des étudiants, peut-être, pour savoir comment ils ont pu se ressentir. Ouais, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Et Oui, vous, Yael? Moi, je suis plutôt d'accord avec Chloé. C'est-à-dire que ça dépend vraiment des profs. Il y a vraiment des profs qui vont nous accompagner, qui vont nous apprendre à être vraiment très autonomes et à vivre, à rentrer dans la vie étudiante. Puis il y en a d'autres qui nous avertissent de certaines choses, mais c'est sans plus. Après, je pense aussi que ça dépend de nous, de la personne, de comment on se prépare et comment on est prêt à s'ouvrir à un nouveau monde. Parce que la fac, c'est quand même un nouveau monde. Enfin, ça dépend du coup des personnes évidemment, mais pour moi c'était vraiment nouveau. Donc je pense qu'on a quand même un accompagnement dans l'orientation et les choix, les bons choix d'orientation en terminale, quoi. D'accord, ça marche. Alors, si on passe à un peu plus léger, euh, est-ce que vous trouvez que la vie étudiante, c'est vraiment différent de la vie de lycéen? Est-ce que quand on est dans l'enseignement supérieur, il y a plus, bah alors évidemment tout le monde pense aux soirées étudiantes, mais est-ce qu'il y a une vie associative? Alors c'est un peu compliqué comme question parce que effectivement avec la situation sanitaire, c'est pas forcément les meilleures années, mais est-ce que vous sentez aussi un changement entre la vie lycéenne et la vie étudiante au niveau activité extrascolaire? Qui pour Lorinda peut-être? Alors Lorinda, c'est un peu l'exemple, le contre-exemple, parce que vous êtes un peu déjà aussi avec un pied dans la vie professionnelle. Oui, c'est ça, le fait, en fait, c'est que
Moi, avec l'expérience, enfin le contrat en fait de salarié, c'est sûr que je vois tout de suite la différence. Voilà, on est reconnu entre guillemets, on nous prend plus pour des élèves, on est soit étudiant ou même pour mon cas salarié. Donc, même si on est en formation, on est salarié comme tout le monde, on travaille comme tout le monde. Donc, oui, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Alors, Yael, au niveau de la vie étudiante, est-ce que c'est très différent du lycée? Je dirais pas que c'est très différent, mais c'est sûr que, par exemple, à Pont-de-Bois, du coup, on a beaucoup d'associations, on a des activités qui sont mises en place. Enfin, nous, dans notre filière de psychologie, c'est qu'on a des soirées à thème, enfin voilà, des petites fêtes étudiantes. Donc, c'est assez sympa pour, du coup, connaître les gens avec qui on partage la même filière. Mais après, c'est pas extrêmement différent du lycée, c'est-à-dire que il y a des associations, donc même des associations sportives, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même bien dynamique. Enfin, en tout cas, dans ma filière de psychologie, c'est bien dynamique. Chloé? Bah, pour moi, c'est pas ça. En fait, il y a des associations aussi à l'ICET, des activités scolaires. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, on a eu beaucoup moins de soirées. Ça a beaucoup été annulé, donc on a beaucoup impacté par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pour moi, pas de grosse différence aussi. Vu qu'on est une petite fac, on va facilement les uns vers les autres, donc il n'y a pas non plus de trop grosses différences par rapport à ça, par rapport à la vie sociable. On arrive quand même à faire des soirées, à se retrouver tous, avoir quand même des petits événements. Donc, ça n'a pas trop changé pour moi par rapport à l'année. Ça allait. J'ai pas trop ressenti un changement. En tout cas, c'était facile à vivre. C'est ça. Alors, on va rapide, enfin, on va essayer de terminer puisqu'on déborde un peu du timing. Si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à un jeune pour réussir la transition lycée-enseignement sup, vu que vous avez toutes les trois des profils un peu différents, quels seraient votre ou vos conseils à un lycéen de terminale pour qu'il réussisse sa transition lycée-enseignement supérieur? De je sais pas. Lorinda? Premier temps, bien se renseigner à l'avance pour pas être déçu de sa formation, de se désister, de se décourager. Essayer de s'intéresser dès maintenant en fait aux différents métiers ou aux envies. C'est vraiment ça que je pourrais conseiller dès le début. Et puis après, toujours garder en tête enfin, son objectif de base. Et puis, mais vraiment, les conseils que je pourrais donner, c'est ça, c'est vraiment réfléchir le plus tôt possible. Alors, je sais que c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'on sort du lycée, souvent, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Moi, ça a été mon cas, mais au fur et à mesure, bah voilà, franchement, grâce à l'expérience aussi. Votre projet professionnel s'est construit au fur et à mesure des études? Ça. Je suis sortie du lycée, je ne savais pas du tout dire ce que je ferais dans 5 ans. Aujourd'hui, j'arrive à peu près à me positionner. On a du mal à voir l'avenir quand on sort du lycée, mais après, on prend du recul, on prend de la hauteur et on y arrive petit à petit. Mais il faut vraiment réfléchir, il faut se poser les bonnes questions, voir ce qu'on n'aime pas, essayer. D'accord. Yael, un Moi, conseil ou des conseils pour réussir cette transition? si je devais donner un conseil, c'est vraiment l'organisation. Il faut vraiment trouver sa méthode d'organisation. Je sais que par exemple, moi, j'ai un calendrier où je note tous mes partiels, mes devoirs à rendre, parce que sinon, on est vite débordé par tout ce qu'on a à faire. Donc, je pense que quand on arrive à la fac, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment l'organisation. Donc, vite s'organiser, vite trouver son rythme et s'organiser. Exactement. Chloé? Bah, je rejoins totalement ce qu'ont dit Lorinda et Yael. Et moi, je rajouterais quand même ne pas hésiter à demander à n'importe qui. Ne pas hésiter à aller voir les d'autres étudiants, même les professeurs, aller à la BU chercher des livres. Enfin, chercher partout. Il y a plein de choses partout sur Internet et tout. Ne pas hésiter à chercher, à approfondir nos connaissances et demander de l'aide dès qu'il y a besoin. Et on aura forcément quelqu'un qui pourra nous aider. Donc, pas hésiter non plus à aller vers les autres.
Effectivement, il ne faut pas imaginer que quand on est à la fac, on est toute seule et qu'on est perdu et que personne ne s'occupe de vous. Eh bien, écoutez, un grand merci à toutes les trois. On va faire un petit temps sur les aides pour les étudiants. Donc, je ne sais pas si parmi vous trois, il y en a qui connaissent ou qui bénéficient des aides régionales, peut-être? Non? Aucune? Bon, bah écoutez, peut-être ne les connaissez-vous pas toutes, alors on va faire un petit état des lieux. Donc, quand on est étudiant, eh bien, la région intervient pour, alors excusez-moi, c'est un autre écran, hein, pour améliorer les conditions de vie, donc avec une bourse d'études, et ça concerne les étudiants des formations sanitaires et sociales, puisque sinon, tout ce qui est conditions de vie, c'est les CROUS qui gèrent pour les étudiants. Mais pour les formations sanitaires et sociales, c'est bien la région qui donne les bourses. Alors, il y a des aides aussi en faveur de l'emploi avec les contrats étudiants et les étudiants relais santé. Ce sont des contrats au sein même des universités. Ce sont les universités des Hauts-de-France qui proposent des contrats étudiants sur le campus pour avoir justement un job qui ne mette pas en péril les études. Ça peut être un contrat d'assistant à la bibliothèque, un contrat à l'accueil de l'université. Et donc, ce sont des contrats qui sont octroyés par l'université. Donc, pour en bénéficier, il faut se rapprocher de l'université. Il y a également des aides à la restauration avec des aides pour les boursiers des échelons 4 à 7. Ça consiste au repas au prix de 1 euro qui avait été fait pendant la crise sanitaire. Il y a un fonds régional d'aide d'urgence. Également pour le transport, les étudiants peuvent prétendre à l'aide au transport de 20 euros par mois s'ils réalisent plus de 100 km par semaine. Et il y a également l'aide au TER. Alors tout ça, normalement, ça devrait arriver dans le chat. Je ne les vois pas. Je rattraperai, du coup, je vous les mettrai ensuite. Et puis, il y a des aides aussi pour étudier à l'étranger, notamment la bourse Mermoz, qui permet d'effectuer un stage ou un voyage à l'étranger dans le cadre des études. Et puis la bourse d'excellence, là, c'est une autre bourse si vous êtes accepté dans un établissement qui fait partie du top 30 des classements internationaux. Voilà, bah écoutez, on en a terminé pour le passage de la vie lycéenne à la vie étudiante. Un grand merci à nos trois étudiantes. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité. Puis je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin d'année universitaire et puis la réussite dans vos examens. Je passe la main. Je vais faire la... Ah non, mais je vous en prie, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Oui, si vous avez une question complémentaire, n'hésitez pas à appeler le numéro vert de la région, hein, au 0800 02 60 80, ou bien rendez-vous dans une des antennes régionales de la région et vous trouvez les antennes. On vous le mettra dans le chat puisque vous ne pouvez pas cliquer sur le PowerPoint. Voilà, j'en ai fini. Effectivement, pour faire la transition, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà dans le chat, on les relaiera. Mais pour faire la transition, moi, je vais rebondir sur ce que nous ont dit effectivement nos étudiantes ambitieuses et pleines de réussite, qui sont des beaux exemples. Donc, soyez curieux, je vais retenir ça. Soyez curieux, donc sachez que vous pouvez aussi faire des stages. Et quelqu'un l'a dit, intéressez-vous dès le plus jeune âge, le plus tôt possible. Donc, n'oubliez pas hein, que dès la 4e proche orientation, on peut signer des conventions de stage pendant les vacances. Donc, j'invite les élèves comme leurs parents à se renseigner et à bénéficier de cette période de découverte pour justement savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Je crois que c'est Lorinda qui disait ça, pour se construire, mieux se connaître aussi. Et puis, du coup, organiser son cursus et sa vie professionnelle. Les échanges aussi donc, sont très importants et donc du coup découvrir aussi les centres de formation et puis bon, on l'a vu, soyez curieux aussi pour les aides qui peuvent vous être octroyées par la région. Alors du coup j'en ai fini moi pour la partie de proche orientation, mais donc notre dernière partie est particulièrement intéressante puisque nous allons passer la parole à nos confrères de l'éducation nationale qui vont prendre la main sur le partage du diaporama. J'ai lâché la main pour pouvoir nous faire une présentation de Parcoursup.
puisque vous savez voilà, que dans le cadre du calendrier, il y a nécessairement pour les lycéens des choix à faire. Donc, je vais leur laisser la parole et la main sur le diaporama. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir laissé la parole. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, Zakia Merchi, psychologue de l'éducation nationale de la cellule de région académique pour l'orientation vers l'enseignement supérieur, un service du rectorat. Pour cette présentation, je serai accompagnée de deux de mes collègues, Thomas Lefebvre et Nadège Chapillon, qui répondront à vos questions sur le chat. Donc, effectivement, je vais vous faire une présentation de Parcoursup. Et pour cette présentation, l'objectif sera de sensibiliser vraiment les élèves de seconde et de première à l'utilisation de cette plateforme avant de pouvoir se porter candidat, puisque comme vous le savez, Parcoursup, c'est la plateforme nationale pour pouvoir candidater, se porter candidat aux différentes formations proposées dans l'enseignement supérieur. Donc, je lance le diaporama. Alors, Parcoursup, c'est une plateforme qui est basée sur des principes clés. Les principes clés sont les suivants. Effectivement, un accompagnement est possible grâce à Parcoursup pour chaque élève tout au long de la procédure. Je vous invite à vous familiariser vraiment à cette plateforme. Il n'y a pas besoin d'identifiant ni de mot de passe pour en découvrir les différentes fonctionnalités. Parcoursup est une plateforme qui respecte le caractère progressif de l'orientation. On le verra puisque des étapes spécifiques sont faites pour bien suivre la procédure. Donc, vous avez des informations clés qui vont décrire les formations auxquelles les candidats vont pouvoir se porter candidat, justement, avec des informations précises sur les formations. Ce qu'attendent les formations, c'est ce qu'on appelle les attendus Parcoursup, en termes de connaissances et de compétences. Les critères d'examen des vœux sont détaillés, c'est-à-dire que pour chaque formation, il est affiché de manière tout à fait claire et transparente sur quels critères vont se baser les formations pour sélectionner les candidats. D'autres indicateurs vont permettre aux candidats de faire des choix éclairés en connaissance de cause. Vous aurez des indicateurs sur les débouchés professionnels et d'autres indicateurs encore comme les taux de réussite. C'est une plateforme qui propose de présenter toute l'offre de formation de manière centralisée. C'est important de le souligner car cela évite à l'élève de seconde et de première, et bien sûr à l'élève de terminale, de se disperser sur des sites, parfois des sites marchands qui proposent des prestations payantes autour de Parcoursup. Je précise que la plateforme Parcoursup est entièrement gratuite. Alors, les informations que vous trouverez sur cette plateforme concernant les formations, en fait, elles vont être centralisées sur ce qu'on appelle des fiches formation qui vont répertorier toutes ces informations pour que le candidat puisse choisir sa formation. C'est une information donnée à tous. Néanmoins, grâce à certaines rubriques, le lycéen va pouvoir se faire connaître auprès de la formation qui prendra en compte sa singularité. Et bien sûr, le dernier choix sera laissé au candidat, puisque en fonction des propositions d'admission qu'il va recevoir, il utilisera cette plateforme pour faire ses choix de manière éclairée. Donc, l'année de première et l'année de seconde sont vraiment des années où on peut travailler avec cet outil, avec cette plateforme Parcoursup, sur l'information en orientation. Je poursuis. Donc, je parlais effectivement d'étapes progressives grâce à cette plateforme qui, somme toute, est un intermédiaire entre les candidats et les formations. Alors, je précise que le choix des candidats ne va pas se faire de manière
aléatoires par un robot. Pas du tout. Ce sont des personnes physiques, des responsables de formation qui vont vraiment éplucher les différents profils de candidats pour choisir les candidats en fonction de critères qu'ils vous auront communiqués au préalable. La première étape, alors c'est justement cette première étape dans laquelle vous êtes actuellement, c'est l'étape où, en tant qu'élève, futur étudiant, je vais m'informer et découvrir les formations. En seconde et en première, on a le temps de bien rechercher les informations. Rechercher les informations, c'est consulter la plateforme, parce que sur la plateforme, vous allez avoir des informations, notamment concernant les journées portes ouvertes, les temps forts offerts par les formations pour se faire connaître. Donc, c'est aussi un moyen efficace de savoir où rencontrer les formations. Après cette étape d'information qui démarre de toute façon bien avant l'étape des candidatures, en terminale, on s'inscrit et on formule des vœux, mais uniquement en terminale. Il n'est pas possible de s'inscrire évidemment sur la plateforme quand on est élève de seconde et de première. Et l'étape finale, si je puis dire, c'est l'étape au cours de laquelle les candidats vont recevoir des réponses de la part des formations et où les candidats vont devoir se décider. C'est-à-dire qu'ils vont faire un choix, toujours en connaissance de cause, en fonction des différentes propositions d'admission qui leur seront faites durant cette dernière étape. Donc, revenons à la première étape. On voit sur cette diapositive des jeunes qui consultent ensemble. D'ailleurs, c'est tout à fait possible de travailler de manière collective sur la découverte de cette plateforme. On voit tout de suite, on détaillera par la suite, qu'une carte s'affiche avec des boussoles de géolocalisation sur la carte de France et des élèves qui regardent ce type d'informations. On va développer ultérieurement. Première étape de découverte, eh bien, vous allez utiliser aussi, grâce à Parcoursup, vous allez retrouver souvent des liens qui vont vous permettre de vous préparer en amont et des outils précieux, notamment les outils de l'ONICEP, qui est partenaire à part entière pour Parcoursup et qui va vous permettre de vous préparer de manière progressive selon des étapes. On a en particulier un site que vous connaissez en tant qu'élève de seconde et de première, le site Seconde Première 2021-2022, qui vous propose de vous préparer selon justement un processus en plusieurs étapes. Et dès la troisième étape, on voit des clés matérialisées sur la troisième étape. Le terme Parcoursup apparaît. Le terme attendu des formations apparaît. Donc, toutes ces étapes préalables, elles sont importantes pour pouvoir arriver en terminale avec des choix éclairés et pour lesquels il y a un travail d'appropriation de l'information qui a été fait, un travail de réflexion aussi qui a été fait. Donc, effectivement, on va avoir l'équivalent de ce portail seconde première 2021-2022 en terminale, mais les élèves de seconde de première ne sont pas tout à fait concernés par cette étape, par ce site, puisque ce site va détailler des informations qui sont plutôt destinées à des élèves de terminale. Vous avez le droit d'explorer si vous le souhaitez, bien entendu, mais concentrez-vous d'ores et déjà sur ce premier site seconde première dans lequel vous allez pouvoir puiser des informations intéressantes et c'est vraiment un site qui est fait pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul dans l'accompagnement. Bien entendu, vous avez les professeurs principaux qui sont là pour vous aider à construire progressivement vos parcours de formation, les psychologues de l'éducation nationale aussi, pour mieux vous connaître, parce que c'est une étape importante, la connaissance de soi, pour choisir une formation de manière éclairée. Je poursuis. Alors, voici une slide qui présente la façon dont les informations sont diffusées sur Parcoursup. Alors, vous savez, Parcoursup génère énormément d'informations.
On a plus de 19 500 formations qui sont répertoriées sur la plateforme. Que voit-on sur cette diapositive? Cette diapositive, déjà, elle vous présente la manière dont on recherche une formation sur Parcoursup. Vous avez à côté de la loupe un espace qui est prévu pour entrer des mots-clés librement pour pouvoir repérer, identifier, localiser des formations qui vous intéressent. Une fois cette localisation effectuée, vous allez pouvoir rentrer dans le détail pour découvrir les spécificités de la formation et d'autres informations qui vont vous permettre de vous positionner ou pas, faire la demande ou pas de cette formation. Donc, vous avez ce champ libre et à côté, vous avez une carte. Donc, ces deux fonctionnent de pair. À partir du moment où vous allez renseigner ce champ libre, eh bien, vous allez avoir cette carte qui s'active avec la répartition des formations sur la carte. Vous avez sur le côté gauche des filtres qui vont vous permettre d'affiner votre recherche. Peut-être que vous recherchez des établissements en particulier, des établissements publics ou des établissements privés. Vous avez peut-être une préférence pour le format apprentissage dont on vient de parler et dont on vient d'écouter le témoignage de la part d'une étudiante en apprenti. Et vous avez d'autres filtres qui vont vous permettre de localiser les formations. Donc, vous voyez aussi que vous avez plusieurs points d'interrogation sur cette slide, des points d'interrogation qui vont vous renseigner sur le rubrique. Ces points d'interrogation explicitent soit les différentes rubriques, soit les indicateurs qui apparaissent. Donc, lorsque vous avez entré votre moteur, enfin votre formation recherchée à l'aide de la petite loupe, vous allez avoir une énumération de formations qui va apparaître et vous avez plusieurs indicateurs. Vous avez d'abord, on voit sur la slide, parce qu'on peut lire les informations dans l'ordre que l'on souhaite, bien entendu, vous avez le nombre de places qui est indiqué. Donc, le nombre de places qui est indiqué, c'est aussi un indicateur important pour pouvoir se projeter dans une formation sans, bien entendu, s'autocensurer. Ça, c'est important. Vous allez avoir justement d'autres indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer vos chances d'accéder à la formation lorsqu'il s'agit d'une formation sélective. Cet indicateur, c'est notamment le taux d'accès et on va vous donner une autre information, c'est la répartition des candidats admis par type de baccalauréat. Par exemple, vous voyez ici, pour une formation au lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie, on voit 5% de bacheliers généraux, 20% de bac technologique et 75% de bacheliers professionnels. Et vous avez d'autres informations que vous allez découvrir en activant les liens, bien entendu, sur les formations. Et dès lors que vous allez cliquer sur « Voir la fiche », vous allez prendre connaissance du contenu de la formation avec des informations précises qui vont vous permettre de candidater. Alors, il y a aussi une fonctionnalité supplémentaire qui va vous accompagner, puisqu'il est question d'accompagner un élève de seconde et de terminale qui, somme toute, peut ne pas connaître l'offre de formation, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que le portail existe aussi. Vous allez pouvoir découvrir les formations similaires. Par exemple, vous recherchez une formation dans le domaine de la chimie, vous avez entré BTS chimie, il se peut qu'il y ait d'autres formations qui vont vous permettre d'avoir un diplôme ou du supérieur dans le domaine de la chimie. Donc, cet onglet « Formations similaires » est prévu à cet effet. Alors, je vais vous préciser, lorsque vous allez entrer un intitulé de formation, vous avez tout de suite en dessous, en rouge, le nombre de formations qui correspondent à votre recherche. Et si vous voyez que vous avez trop de formations qui correspondent à votre recherche, eh bien là, vous allez utiliser les filtres pour réduire la liste des formations possibles pour que vous puissiez ou pas candidater. Vous avez aussi une autre information sur cette slide, un lien qui vous permet de découvrir en vidéo comment rechercher une formation sur Parcoursup. Donc, c'est une vidéo YouTube qui va vous expliquer de manière très simplifiée
l'accès au module recherche de formation sur Parcoursup. Donc, n'hésitez pas, vous êtes en seconde, vous êtes en première, ces outils sont aussi faits pour vous. Alors, ce que je viens de dire, je vais le détailler ici. Excusez-moi, je passe un peu vite. Hein. Avec cette slide, hein, donc on voit toujours sur la photo, vous voyez la carte avec une liste de formations qui correspond à une recherche. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir affiner la recherche en zoomant ou en dézoomant, sur la carte pour pouvoir justement localiser des formations sur un secteur géographique en particulier. Parcoursup, comme je le disais, permet de répertorier l'ensemble de l'offre de formation les premières années. On s'entend bien, Parcoursup ne concerne que les demandes d'admission en première année des études supérieures. Il y a plus de 19 500 formations. Il ne faut pas paniquer quand on voit plus de 19 500 formations. Vous n'allez pas demander des formations de manière aussi exhaustive. C'est l'objectif justement de l'accompagnement. Sur Parcoursup, vous allez trouver des formations sélectives et des formations non sélectives. Et pour chacune de ces formations, vous aurez dans tous les cas une fiche détaillée qui va vous donner des éléments pour que vous puissiez candidater en connaissance de cause. Dans les formations non sélectives, on va retrouver les licences de différents domaines, sciences et technologies, arts, lettres et langues, les sciences économiques et de gestion, les sciences humaines. Vous allez retrouver aussi toutes les licences qui proposent l'option accès santé. Vous savez, ce sont ces nouvelles licences depuis la réforme des études de santé qui vont vous permettre de candidater pour envisager des études médicales. Idem pour les PASS, les nouveaux parcours d'accès aux études de santé. Donc, vous avez toutes ces formations non sélectives qui sont répertoriées sur cette plateforme. Vous avez aussi des formations sélectives, les brevets de techniciens supérieurs, aussi les brevets de techniciens supérieurs agricoles, les bachelors universitaires de technologie qui prennent les relais, désormais des DUT que d'anciens peut-être connaissent davantage. Vous avez les classes préparatoires aux grandes écoles avec une nouvelle offre de formation enrichie avec un parcours pluridisciplinaire, notamment dans le domaine scientifique. Vous avez les formations paramédicales, tous les diplômes d'état paramédicaux, infirmiers, orthophonistes, ergothérapeutes, etc. Vous allez retrouver toutes ces formations paramédicales sur Parcoursup. Les formations spécifiques du domaine social aussi, puisqu'on a eu le témoignage de Mathilde en apprentissage qui peut sans doute passer par la plateforme Parcoursup. Vous avez les écoles d'ingénieurs, vous avez les écoles de commerce, les écoles de gestion, vous avez les études de sciences politiques avec l'Institut d'études politiques de Paris et les autres instituts d'études politiques, les écoles nationales vétérinaires, vous avez aussi les diplômes nationaux du domaine des arts et du design, etc. Donc, comme je le disais, pour chaque formation, vous allez découvrir une fiche qui vous indique si la formation est sélective ou pas, qui va vous détailler le contenu de la formation avec les matières, je vais simplifier, les unités d'enseignement ou les éléments constitutifs en bloc de connaissances, etc. C'est une organisation pédagogique un peu nouvelle, mais vous aurez vraiment le temps de vous familiariser avec tout ça ultérieurement. Les compétences attendues, donc ça, c'est une rubrique très importante pour que justement l'élève puisse candidater en connaissance de cause. Dans les compétences attendues, on va trouver des compétences peut-être de nature scolaire, mais pas uniquement des compétences qui relèvent du champ pédagogique. Ça peut être aussi des aptitudes à la communication, un engagement associatif, un intérêt pour le domaine culturel. Enfin bref, en fonction des formations,
on va avoir des compétences qui sont attendues de nature différente. Les frais de scolarité sont toujours indiqués. Ça, c'est un principe aussi de Parcoursup, d'afficher des informations claires pour qu'il n'y ait pas de surprise et que l'élève puisse et sa famille puissent préparer la suite de la scolarité. Vous avez des indicateurs comme les débouchés professionnels, hein, j'en ai parlé, les possibilités de poursuite d'études aussi. Vous avez aussi des chiffres clés qui sont donnés comme le taux de réussite, les taux d'insertion, et vous avez aussi des contacts utiles. Ça fait partie de l'accompagnement. Dans les contacts utiles, vous allez retrouver notamment les coordonnées des responsables pédagogiques auxquels vous pouvez poser des questions, les coordonnées des étudiants ambassadeurs, hein, puisqu'on a eu le plaisir d'écouter les témoignages d'étudiantes ambassadrices. Vous avez aussi le référent handicap, hein, puisque un candidat peut faire connaître sa situation de handicap ou de trouble de la santé invalidant. Ça fait partie du profil de l'étudiant. Plus l'élève, pardon, pas encore étudiant, attendons un petit peu, plus l'élève en dira plus sur son parcours et plus les responsables de formation, les commissions d'examen des vœux qui sont en général présidées par ces responsables des commissions des vœux, eh bien, auront matière à vous connaître et en définitive peut-être vous proposer un accès à cette formation. Voilà. Donc, je vais poursuivre. Alors, vous arriverez à l'étape d'inscription, de formulation des vœux et de préparation de dossier. Parcoursup est assez intuitif, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Vous êtes aidé tout au long de la procédure, accompagné, je vais y revenir après, vous aurez des tutoriels, sur YouTube notamment. Vous aurez des lives réguliers tout au long de la procédure et des lives spécifiques à chacune des étapes de la procédure. Ça, c'est aussi important. Vous aurez aussi une rubrique conseil d'anciens candidats. Donc, vous voyez, vous serez toujours accompagné et je vous donnerai aussi, hein, vous verrez des coordonnées différentes pour pouvoir appeler une personne lorsque vous êtes embêté avec une information ou un souci technique, etc. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous accompagner et débloquer les situations. Pour s'inscrire sur Parcoursup, vous n'en avez pas besoin pour le moment, mais je vais vous préciser, c'est assez simple. Il vous faut deux informations. Il vous faut une adresse mail valide que vous allez consulter régulièrement. Cette adresse mail, elle va servir aux échanges réguliers et va vous permettre de recevoir des informations sur votre dossier. Vous aurez besoin d'un identifiant national élève. L'identifiant national élève, ne vous inquiétez pas. Le lycée peut vous communiquer cette information. Soit dit en passant, elle est toujours indiquée sur vos convocations aux examens, sur les bulletins scolaires, etc. Donc, vous voyez, ce sont des informations, deux premières informations que vous pourrez fournir assez aisément pour créer votre compte Parcoursup en 2024. Hein. Sur Parcoursup, on formule des vœux, mais on ne peut pas formuler comme ça des vœux de manière quantitative trop importante. Hein. Il faut que ce soit aussi cohérent. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez le droit à 30 vœux que c'est nécessaire. Donc, vous avez le droit de formuler 10 vœux. 10 vœux pour les formations sous statut scolaire et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Donc, qu'est-ce que vous pouvez demander comme vœu? On l'a vu, vous pouvez demander des formations sélectives, vous pouvez demander des formations sélectives, bien entendu, on en a parlé. Pour chacun des vœux, il ne suffit pas de les demander. Hein. Il va falloir, pour les formations sélectives et même pour les autres formations, faire son dossier Parcoursup, constituer son dossier Parcoursup, expliquer sa motivation. Une rubrique sera faite pour expliquer sa motivation et vous êtes accompagné. Hein. Parcoursup propose des outils qui sont consultables, même si vous êtes élève de seconde et de première, hein, pour vous familiariser, pour faire une idée de ce que l'on va vous demander. On a des outils d'aide à la rédaction du
projet de formation motivé, retenez simplement qu'il s'agit de motiver votre demande. Vous allez expliquer que vous avez fréquenté des salons, des forums, que vous êtes allé à la journée porte ouverte, que vous avez participé à la semaine de l'orientation, hein, comme cette action aujourd'hui s'inscrit dans une semaine de l'orientation. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à le dire. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de hiérarchiser vos vues. Donc, c'est inutile de se casser, entre guillemets, si je puis dire, de se triturer l'esprit, on va dire, en essayant de hiérarchiser des vœux, ça ne sert à rien. Vous formulez vos 10 vœux de manière libre, 10 ou 20 si, au maximum, hein, si en plus vous demandez de l'apprentissage. Et en fait, c'est le dernier mot qui vous revient encore une fois et vous avez candidaté en connaissance de cause en évitant toute autocensure, en vous renseignant en préalable et grâce notamment à cette plateforme Parcoursup. Les vœux ne sont connus que de vous. Alors, ce n'est pas la peine de vous dire ben, j'ai candidaté dans telle formation, dans un établissement, je ne vais pas candidater dans l'autre BTS parce qu'ils vont voir que je suis déjà candidat pour une autre formation dans leur établissement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les vœux ne sont connus que de vous et ainsi le dernier mot va vous revenir puisque si à la fin vous avez formulé 10 vœux, vous avez 10 propositions d'admission, à la fin ça sera à vous de choisir. Ce que vous devez essayer d'éviter impérativement, hein, c'est de ne formuler qu'un seul vœu, surtout s'il est sélectif, afin d'éviter de vous retrouver dans une situation de blocage. Hein. Vous voyez, c'est l'année du bac, donc là, vous avez un petit peu de temps quand même pour vous sensibiliser, essayer de développer votre réflexion en orientation, même si on a bien conscience que vous pouvez toujours changer d'avis. Hein. On a des étudiants qui, même en allant sur Parcoursup, etc., formulent un certain nombre de vœux, puis leur réflexion en orientation évolue. Ça, on est toujours dans le caractère progressif de l'orientation. Bah, Parcoursup, vous le verrez en terminale, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, va permettre de recandidater ultérieurement à un autre moment de la procédure. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous devez avoir beaucoup de sérénité par rapport à cette plateforme quand même, pour démystifier aussi, hein, parce que vous entendez certainement beaucoup de choses sur les médias, etc. Mais c'est franchement une plateforme qui fait très bien son travail la plupart du temps. Il n'y a pas de souci, il faut juste être patient aussi. Hein. Ça, c'est l'art de la patience, c'est ce qu'il faut avoir avec Parcoursup, puisque on le verra dans le processus d'admission. Il se peut que vous attendiez un certain nombre de semaines, hein, pour vous voir attribuer une place dans une formation sélective qui vous tient à cœur. Vous allez devoir finaliser votre dossier, confirmer vos vœux, compléter certaines rubriques. Encore une fois, chaque rubrique, elle va être explicitée. L'accompagnement va vraiment jusqu'au bout. Hein. On va prendre le cas extrême d'un élève qui n'a aucune proposition d'admission. Eh bien, parce qu'il aura rempli au préalable sa rubrique préférence et autres projets, une commission, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je vous le dis, une commission va pouvoir étudier de près votre demande si vous n'avez vraiment aucune proposition et essayer de vous faire des propositions sur d'autres dispositifs ou d'autres types de formations. La rubrique activité centre d'intérêt, elle est facultative, hein, certes, mais c'est cette rubrique aussi qui va vous permettre d'en dire, non, excusez-moi, donc la rubrique activité centre d'intérêt qui est facultative va vous permettre de décrire de manière détaillée toutes les activités extrascolaires, tous vos engagements associatifs, tous vos engagements de citoyens. Quand on est lycéen, on n'a pas forcément conscience qu'on a fait un certain nombre de choses. Il faut questionner votre entourage, vous questionnez vous-même. Même une expérience de babysitting, elle peut être tout à fait prise en compte dans certains types de formations. Si vous êtes engagé dans les CVC,
dans les CVN, en tant qu'éco-délégué, toutes ces expériences peuvent tout à fait éclairer une commission d'examen des vœux qui recherche peut-être un candidat qui s'est déjà engagé, qui a fait partie d'un projet collectif, qui a démontré certaines valeurs. C'est ça le profil du candidat, c'est montrer votre singularité grâce à ce portail. Et ce portail, c'est à partir des informations que vous allez saisir sur le portail que le responsable de formation va accepter votre candidature. Voilà. Et vous aurez une phase où vous allez pouvoir confirmer à la fin chacun de vos vœux. Sachez que si vous ne confirmez pas votre vœu ne sera pas examiné, il sera supprimé. Voilà, mais vous allez recevoir des alertes. Vous voyez, Parcoursup est très bien fait parce qu'il y a des alertes régulières par différents moyens que je vais détailler par la suite. Alors, vous allez, une fois que vous avez confirmé vos vœux, vous allez recevoir des propositions, des réponses qui peuvent être des propositions d'admission. Ainsi, vous ferez vos choix en connaissance de cause, surtout si vous avez plusieurs propositions d'admission. Les propositions d'admission, eh bien, elles vont arriver au fur et à mesure à un moment donné dans le calendrier. Je vous le dis pour information, mais ça ne sera pas votre calendrier en 2024. Cette année, c'est au mois de juin, c'est ce qui est normal. Alors, vous allez recevoir des propositions au fur et à mesure et en continu. On indique une date de début des propositions d'admission, mais ces propositions d'admission, elles vont vraiment arriver au fur et à mesure et il va falloir patienter pour avoir une proposition d'admission parfois. Du côté des candidats, donc ça, ce sont les formations qui font des propositions d'admission, et les candidats ont encore du travail, c'est-à-dire qu'elles vont devoir répondre à la proposition d'admission qui leur est faite et selon une date limite qui est toujours indiquée dans le dossier. Et vous recevez toujours des alertes. Donc, si vous regardez régulièrement, de toute façon, votre smartphone, vos tablettes, votre boîte mail, votre dossier Parcoursup, vous allez repérer une information qui vous arrive et des alertes qui sont données à tous. C'est très important de dire qu'il y a un principe d'équité dans Parcoursup qui est respecté pour chacun des candidats. Alors, les réponses des formations et les choix des candidats, on a préparé une slide pour vous montrer un exemple. Quand il s'agit d'une formation sélective, elle peut vous admettre. Donc, la réponse qu'elle va vous envoyer, elle va vous faire une proposition d'admission, c'est oui, vous êtes admis dans cette formation. Ou c'est non, vous n'êtes pas admis sur cette formation. Ou bien, vous n'êtes pas tout à fait encore admis, mais vous êtes dans l'attente d'une place et au fur et à mesure de la procédure, des étudiants qui vont renoncer à leur proposition d'admission vont libérer des places et vous allez pouvoir, parce que vous aurez maintenu votre vœu en attente, vous attendez impatiemment d'être admis dans une formation qui vous tient à cœur, patientez, maintenez votre vœu en attente et vous finirez par probablement, je l'espère, en fonction de différents paramètres, vous allez recevoir une proposition d'admission. Le candidat, il a toujours le mot de la fin, il a le droit de renoncer à des propositions qui lui sont faites, même s'il est pris, il a le droit de renoncer, le caractère, encore une fois, progressif de l'orientation. Un élève qui découvre tout à fait qu'il a une appétence, tout à coup, pour une appétence pour un autre domaine, il a le droit de refuser une proposition d'admission qui lui est faite. Voilà donc pour les formations sélectives. Pour les formations non sélectives, je répète, la plupart des licences, sauf exception, les parcours d'accès spécifiques aux études de santé, les licences avec des parcours pour devenir professeur des écoles, sont des nouveaux parcours proposés depuis l'année dernière. Ce sont des exemples. Pour ces formations non sélectives,
on ne refusera pas votre candidature. On peut, en revanche, mettre en attente votre candidature parce qu'il y a parfois plus de demandes que de places dans une formation non sélective. Je pense que cet aspect, vous êtes certainement peut-être au courant. Vous avez dû entendre des informations de cette nature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour une formation sélective, je vais prendre un exemple. J'ai reçu une proposition d'admission en licence de chimie. Ben, je vais accepter la proposition ou je peux y renoncer. Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on accepte votre candidature, mais voilà, ce qu'on va vous proposer, c'est un accompagnement durant la première année de formation parce qu'on estime que vous n'avez pas tout à fait le profil de réussite comme ça immédiat et qu'il va vous falloir compenser une compétence que vous n'avez pas au départ. Ça peut être des cours de soutien dans une matière en particulier, en mathématiques, en méthodologie, enfin, différentes remédiations existent, remises à niveau, qui sont faites parfois par un étudiant qui est avancé dans ses études, ou bien par un tutorat enseignant, c'est possible aussi. Ainsi, on œuvre pour la réussite de l'étudiant en lui proposant soit cette remédiation, soit on va lui proposer de rallonger un petit peu ses études. C'est le cas pour certaines formations. Au lieu de faire une licence en 3 ans, ben, on va vous proposer de faire la licence en 4 ans pour bien vous préparer à réussir cette formation. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple Lucie qui a formulé un certain nombre de vœux. Elle a demandé un DUST, animation et gestion des activités physiques et sportives, au culturel, par exemple à l'Université du Littoral. Lucie a demandé aussi la licence STAPS. Elle a formulé un vœu en licence sciences et techniques des activités physiques et sportives à Lille, sciences et techniques des activités physiques et sportives à Liévin, et la même formation à Valenciennes. Voici les réponses des établissements. Le DUST, qui est une formation sélective, lui a répondu non. Autrement, Lucie n'est pas admise, elle n'a rien à faire par rapport à cette formation, elle n'est pas admise, c'est une formation sélective, c'est terminé pour cette formation. En revanche, on voit qu'elle a un oui. Dans les réponses des établissements, Lucie est retenue, on lui fait une proposition d'admission. Alors, ce n'est pas qu'elle est retenue. En principe, tout étudiant qui demande une formation non sélective est admis. Soit il est admis, soit il est en attente, soit on lui dit oui, mais avec un petit dispositif de remédiation. On voit que Lucie est en attente sur 2 formations, la licence STAPS à Lille et la licence STAPS à Liévin. Eh bien, puisque ces deux vœux lui tiennent toujours à cœur, à Lucie, elle renonce au vœu de la licence STAPS à Liévin, mais elle veut absolument être retenue à la licence STAPS à Lille. Eh bien, puisqu'elle est en attente, elle a le droit de maintenir ce vœu en attente jusqu'à ce qu'une place se libère. Vous savez, Parcoursup génère un très grand nombre de candidats, et les indicateurs vont permettre aussi aux candidats qui sont en liste d'attente de voir leur rang sur liste d'attente et vont constater qu'ils progressent. Et ça leur permet de se faire une idée de l'admission, somme toute définitive, dans une formation, voir un petit peu comment ils progressent. Voilà, s'ils stagnent, s'ils sont très très loin dans la liste d'attente, ils peuvent demander un avis, un professionnel de l'orientation qui va essayer de l'accompagner, c'est aussi ça l'accompagnement, pour voir un petit peu quelles autres perspectives sont possibles à ce stade. On continue, le 2 juin est passé, et après le 2 juin, Lucie, elle va pouvoir recevoir d'autres propositions à tout moment de la procédure, tant qu'elle n'est pas terminée. Eh bien, les réponses des établissements évoluent. La licence STAPS pour laquelle elle était en attente, elle a maintenu son vœu en attente. Plus
tard, Lucie reçoit une proposition d'admission, elle est retenue. Donc, c'est un oui. Et la réponse de Lucie, eh bien, elle accepte la proposition d'admission qui lui est faite. Une fois qu'elle a accepté la proposition, elle va prendre connaissance de la phase administrative d'inscription, de la procédure administrative d'inscription, qui est détaillée aussi sur Parcoursup. Parcoursup ne va pas inscrire le candidat dans une formation, ça va de soi, c'est une démarche supplémentaire. Néanmoins, la procédure d'inscription est détaillée. Je vous ai parlé d'alertes tout à l'heure. Les alertes sont multiples avec Parcoursup. Les candidats vont recevoir des SMS, des mails dans leur messagerie personnelle, donc leur adresse mail valide qu'ils ont renseignée au départ, des notifications sur l'application Parcoursup qui sera téléchargeable à partir de la phase d'admission. Là, on a mis la date pour cette année, mais bien sûr, pour vous, ça sera en 2024. Donc, vous recevrez des notifications. Et bien sûr, si vous consultez votre dossier, vous allez dans votre messagerie intégrée de votre dossier et vous allez découvrir toutes les informations que l'on vous envoie. Bien entendu, les parents, dans le principe de coéducation, sont prévenus aussi à partir du moment où ils ont renseigné leurs coordonnées au moment de la constitution du dossier, ils vont recevoir les mêmes alertes que leurs enfants. Ça, c'est très rassurant pour les parents. On a beaucoup de parents qui nous contactent aussi pour savoir où en est le dossier, etc. C'est très bien de pouvoir suivre l'orientation et l'évolution de son enfant dans le post-bac. Donc, l'inscription administrative, c'est une étape un petit peu qui vient finir le processus. Donc, l'inscription administrative, les élèves ont pris connaissance des modalités d'inscription administrative. Il y aura un calendrier. Il y a un calendrier unique pour cadrer un petit peu les choses. Mais après, dans certaines phases, pour l'instant, ça n'est pas très important pour vous, mais toutes les informations vous sont communiquées en termes de calendrier via Parcoursup. Et après, chaque établissement reprécise s'il y a des dates plus précises justement à vous communiquer. C'est l'établissement qui le fait en passant par Parcoursup. Bien sûr, l'inscription administrative, je l'ai dit, elle se fait directement auprès de l'établissement, pas sur Parcoursup, mais on détaille très bien on y détaille très bien les modalités d'inscription qui sont propres à chaque établissement. Sachez qu'un établissement ne peut pas modifier comme ça du jour au lendemain sa procédure d'inscription. Il y a des étapes en amont qui permettent justement de recueillir toutes les informations qui doivent être préalablement connues des candidats, des usagers, de leur famille pour pouvoir s'inscrire avec une certaine sérénité. Alors, Parcoursup n'est pas une plateforme virtuelle où tout passe par le numérique. Bien entendu, il y a cette phase numérique pour la constitution du dossier, pour les contacts, pour les liens utiles à consulter, à explorer, etc. Et si vous voulez une personne physique, bien sûr, vous êtes accompagné tout au long de votre scolarité par vos professeurs principaux, par vos professeurs, les professeurs référents, les psychologues de l'éducation nationale, vos parents, vos familles qui vous connaissent aussi, qui vous accompagnent notamment aussi dans les journées portes ouvertes. On a toujours plaisir à voir que les parents se sentent très concernés par l'orientation de leurs enfants. Il y a un numéro vert qui va vous permettre d'avoir une personne physique, en l'occurrence, ce sont des conseillers Parcoursup ou des psychologues de l'éducation nationale, puisque nous prendrons le relais à un moment donné dans la procédure, et on répondra à vos questions. Donc, c'est un numéro vert gratuit. Vous avez la messagerie contact, où on traite votre demande dans les meilleurs délais. On vous apporte la réponse la plus précise possible. On a la possibilité de consulter votre dossier,
de vous donner certains droits supplémentaires concernant votre dossier quand c'est nécessaire, et puis d'agir sur le dossier sur certains paramètres pour vous accompagner. Bien entendu, Parcoursup est une plateforme complètement intégrée dans son époque, hein, avec la possibilité de nous suivre, de suivre cette plateforme sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Il y a des lives aussi, hein, tout au long de la procédure, des lives sur des thématiques différentes, des chats aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il me semble, une rubrique dédiée à des conseils que vous pouvez obtenir de candidats qui sont passés par l'utilisation de la plateforme et qui peuvent aussi vous donner des conseils. Parcoursup ne va pas vous inscrire, bien entendu, hein, pour tout ce qui concerne les démarches de demande de bourse, de logement, mais va vous donner les informations et un lien qui va vous permettre justement de faire en parallèle votre demande de bourse et ou de logement. Alors, la demande de bourse et ou de logement, elle va passer par un dossier social étudiant que vous allez retrouver sur un site, messervicesétudiants.gouv.fr. Sachez que vous pouvez peut-être d'ores et déjà utiliser un petit peu pour vous faire une idée, pour peut-être utiliser le simulateur de bourse pour voir un petit peu connaître vos droits à la bourse. Et sachez que le statut boursier de l'enseignement supérieur ouvre des droits spécifiques, il vous exonère de certains frais, du transport, etc. Donc voilà, sachez que ce statut d'abord d'étudiant, hein, parce que il y a d'abord le statut étudiant et après il y a le statut de boursier de l'enseignement supérieur. J'en profite aussi pour dire que Parcoursup vous informe sur les aides financières autres que le dossier social étudiant, notamment les aides à la mobilité pour favoriser la mobilité et permettre à un futur étudiant de s'installer dans une autre académie que son académie d'origine. Voilà pour vous donner un petit peu déjà quelques informations et vous sensibiliser, vous donner l'envie d'aller sur cette plateforme. Découvrez-la dans une perspective même ludique, dans un premier temps quand vous êtes en seconde. Explorez, essayez différents mots, essayez les filtres, consultez la fiche formation, préparez-vous aussi, hein, je l'ai dit, hein, toutes les activités d'engagement associatif, bénévole, ça fait partie parfois de certains prérequis. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce sens, si je puis dire, et suivre les conseils prodigués par tous ceux qui vous accompagnent dans le domaine de l'orientation. Peut-être que j'ai débordé, excusez-moi, sur la présentation. Je vous remercie de votre attention. Peut-être que vous avez certainement posé des questions hein, sur le chat. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très complète et à vos collaborateurs également qui ont répondu en live à certaines questions ou précisé. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat par rapport à cette plateforme Parcoursup? Alors, Monsieur Lefebvre, si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas. En tout cas, allez, je vous en prie, prenez la parole. Non, j'allais dire justement, non, je pense que c'était très clair et très complet. Je n'ai pas vu d'autres questions ni sur le chat, ni sur la partie questions-réponses. Parfait, merci beaucoup. C'était effectivement important de pouvoir préciser que dès la classe de la seconde, et ça rejoint les témoignages de nos étudiantes sur l'aspect de curiosité, de se renseigner, de trouver ces éléments de motivation, de bien se connaître et pouvoir justement, notamment par ces activités aussi extrascolaires, de pouvoir justifier tel ou tel choix de poursuite d'études. Est-ce que Marie et Jean, vous avez des questions aussi par rapport à cette thématique? Non, simplement vous remercier, je pense, au nom de toutes les personnes qui sont parmi nous et qui sont nombreuses.
Alors, comme on n'entend pas Marie, je vais les dire merci à tous d'avoir contribué à ce webinaire et puis merci aussi aux personnes qui ont suivi le webinaire. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente continuation et plein de réussite à tous nos lycéens et lycéennes des Hauts-de-France. Au revoir et à bientôt. Merci.